Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Il avait une voix aérienne et mélancolique à en donner des frissons. Le chanteur français Christophe est mort à l'âge de 74 ans et c'est avec ces mythiques mots bleus que l'on ouvre ce nouveau numéro de À l'affiche à la maison. On commence d'ailleurs par un retour sur la carrière de cette icône des yéyés parfois oubliée et devenue culte dans les années 2000. Portrait signé Noémie Roche. 1965, Christophe chante Aline. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Le titre est un succès. Numéro 1 en France, en Turquie ou encore au Brésil, l'album dépasse le million de disques vendus. Christophe n'a que 20 ans. De son vrai nom, Daniel Bevilacqua, le chanteur a commencé sa carrière quelques années plus tôt. Né en 1945 en banlieue parisienne, ce fils d'une couturière et d'un entrepreneur en maçonnerie délaisse rapidement l'école pour la musique. Il fonde d'abord un groupe amateur avant d'entamer une carrière en solo. Passionné de chansons françaises, de rock et de blues, il dit avoir trouvé l'inspiration grâce à des auteurs comme John Lee Hooker. Avec Brassens, c'était ce qui m'a donné envie de faire de la musique. En parallèle de sa carrière musicale, Christophe fonde une famille. En 1967, il a un fils avec la chanteuse Michel Thor. 4 ans plus tard, il épouse Véronique, avec qui il aura une fille. Après une période creuse, le chanteur revient dans les hit parades avec Mal, Oh mon amour, Oh mon amour, écoute-moi, déjà la vie t'attend là-bas. ou encore Señorita en 1974. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de taffetas. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Peu après, il écrit l'album Les Paradis Perdus, en collaboration avec Jean-Michel Jarre. Je déambule morose. Nouveau succès qui en précède un autre en 1975, Les mots bleus. Je lui dirai les mots bleus, les mots Un tube devenu culte, qu'il avait notamment repris en duo avec plusieurs artistes dans son 14e et dernier album, Christophe etc., sorti l'an dernier. avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Une actualité culturelle décidément en berne, ici en France, avec l'interdiction des rassemblements publics jusqu'à mi-juillet. A priori, les annulations de festivals se multiplient. Il aurait fêté cette année ses 73 ans, mais le Festival d'Avignon 2020 n'aura pas lieu. Chaque été, entre 3 et 4 000 artistes jouent, récitent, déambulent dans les rues et sur les places de la vieille ville, pour le plus grand plaisir des quelques 120 000 spectateurs. En juillet prochain, la Cité des Papes et son palais sembleront bien vides. Pour la ville, ce sera un impact terrible, puisque la ville a un retour économique de 100 millions. Donc, on sait qu'une personne sur 4 à Avignon vit du festival. C'est considérable. Depuis l'annonce d'Emmanuel Macron, les annulations s'enchaînent. Si le Printemps de Bourges, le Hellfest, Solidays avaient anticipé depuis plusieurs jours, c'est tout au long de ce mardi que les festivals ont fait part de leur décision. Au total, plus d'1,5 million de spectateurs devraient être déçus, comme à La Rochelle, ville d'accueil des Francopholies. Plutôt triste. Triste? Triste, très triste. Mais ça sera reporté l'année d'après. Oui, mais je veux y aller cette année, moi. Ouais, c'est un festival qui regroupe plein de types de musique différents, que ce soit du rap, de la pop. Donc beaucoup de déceptions. Bah ouais, beaucoup de déceptions évidemment.
Des annulations aux conséquences fâcheuses. Certains petits festivals pourraient ne pas s'en remettre. Enfin, de nombreux artistes risquent d'en souffrir aussi. Les festivals représentent près de 50% des revenus de certains types d'artistes. C'est aussi l'occasion, ces festivals, de montrer leurs nouvelles créations et d'enclencher des logiques d'achat de spectacles pour tout le reste de l'année. Plusieurs festivals restent dans l'incertitude, comme les Vieilles Charrues, censées démarrer le 16 juillet, et tous ceux prévus au mois d'août. Quant au Festival de Cannes, ses organisateurs souhaitaient le reporter en juin, une option désormais caduque. La Croisette pourrait alors fêter autrement le cinéma, accompagné des films, mais sans paillettes ni tapis rouge. Les plus grands noms de la musique mondiale se réunissent pour un festival historique au temps du confinement. C'est la superstar américaine Lady Gaga qui chapeaute ce show virtuel sans précédent baptisé One World Together at Home, un monde ensemble chez soi. Cette soirée unique en son genre sera retransmise à travers le monde en direct le 18 avril. Ici en France, ce sera sur France 2. Ce concert planétaire de 2 heures sera présenté par les pontes des émissions américaines de Late Night, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, d'habitude en compétition pour l'audimat. Parmi les artistes invités, Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, Stevie Wonder ou encore Chris Martin. Au programme, que des superstars qui joueront pour vous depuis chez eux. Lady Gaga s'engage avec l'OMS pour soutenir le personnel soignant en première ligne face au Covid-19. For those who are ER doctors as well as nurses who are sleeping in cars to make sure that they don't infect their families or their patients, what you are doing is putting yourselves in harm's way to help the world, and we all salute you. I would like to also let you know that this broadcast special is not actually a fundraiser. We all wanted to raise the money before we went on air. So when we do air live on April 18th, put your wallets away, put your credit cards away, anything away that you need to, and sit back and enjoy the show that you all very much deserve. Selon Lady Gaga, il ne s'agit pas d'un événement caritatif, mais d'un moment de communion mondiale. Le but du concert est de rassembler l'humanité et d'encourager les citoyens du monde à travers cette épreuve. Comment continuer à voir ou faire découvrir des films ou tout simplement faire vivre un festival pendant cette période de confinement ? La Cinémathèque française de Paris, elle par exemple, a décidé de changer ses habitudes et s'est mise à la vidéo en ligne. Elle a ainsi lancé le programme Henri, c'est un rendez-vous numérique pour faire découvrir ses trésors cachés. Ainsi, tous les soirs à 20h30 précise, elle dévoile un nouveau titre. Pour l'heure, on a pu ainsi voir ou revoir des films emblématiques d'un des plus grands réalisateurs français du muet, Jean Epstein, ou encore des moyens-métrages du cinéaste georgien Ottar Yosseliani. Le festival de documentaire Vision du réel, qui lui devait se tenir à Nyon en Suisse, se déroulera finalement en ligne et gratuitement à partir du 17 avril. Alors au programme bien sûr des documentaires internationaux, mais aussi des masterclass, dont une dispensée par la réalisatrice Claire Denis, ou encore une exposition de Jean-Luc Godard. Alors parmi tous ces films, on peut noter dans la section Latitude, L'heure Algérie, un film de Lina Soualem, où la réalisatrice suit ses parents, le parcours de ses parents qui ont quitté l'Algérie il y a 60 ans pour s'installer en France. Regardez. Les pays, il avait invité tous les Algériens de tiers. Tu t'en souviens un petit peu, toi? Non. J'ai l'impression que c'est pas la réalité. Lors de la précédente édition Vision du réel, 169 films provenant de 58 pays différents avaient été présentés. Allez, une dernière image pour terminer, celle de Timothée Chalamet, l'acteur franco-américain, dans Dune de Denis Villeneuve. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du roman culte de science-fiction de Frank Herbert, après celle de David Lynch en 1984. Il faudra attendre la fin du mois de décembre pour le découvrir en salle cette fois.
Rambo, revu et corrigé par une famille de cinéphiles. Pendant le confinement, ce papa, monteur et réalisateur dans la vie, a décidé de fabriquer des films plutôt que d'en regarder. Here comes Johnny! Avez-vous votre autorisation de sortie? De Robocop à Shining, en passant par Star Wars, les plus grands classiques sont revisités et tout le monde participe. On s'ennuyait un peu pendant notre confinement. Et puis, moi, je voulais absolument faire des vidéos très courtes chaque jour. On s'est dit, allez hop, on pose les tablettes, on pose les ordis, les machins, et on y va, on crée. On fait quelque chose, ça fera marrer les gens, ça leur fera changer un peu de leur train-train relou du confinement, parce que c'est vraiment pénible. Pour rendre cette période moins pénible, et notamment pour les enfants, les musées sont nombreux à proposer des contenus spécifiques pour les plus petits. La dentelière de Vermeer, voyons. Qu'est-ce que fait là cette photo ratée? Et d'une, ça n'existait pas en 1660 la photo. Et de deux, c'est pas raté du tout. La série 1 minute au musée, disponible sur YouTube, fait ainsi découvrir de façon ludique et dans un format court, un des chefs-d'œuvre du Louvre. Toi, tu t'appelais plutôt à faire le faillot, ouais. Pour les petits scientifiques en herbe, l'animateur Jamy propose lui sur Facebook la série Un jour, un savoir, confiné depuis son jardin. Aujourd'hui, c'est le printemps. Les jours vont être plus longs que les nuits. Et je ne vous dis pas ça parce que nous sommes en plein confinement. À noter aussi l'application Bayam qui regorge de contenu pédagogique par tranche d'âge et gratuite en ce moment. Et puis si avec tout ça vous n'arrivez toujours pas à occuper vos bambins, il reste toujours la solution de ce papa italien. Oh non, yes. C'était votre émission avec The Artist Academy, masterclass en ligne dirigée par de grands artistes. Inspirez-vous des meilleurs.